présent des marchés émergents et de l'investissement dans les marchés émergents avec Bruno Vanier, le président de Gémeaux Assets. Bonjour et bienvenue à Bruno. Bonjour. La Chine, évidemment, c'est toujours l'éléphant dans la pièce et sans doute encore un peu plus en ce moment avec, alors à la fois un moment politique à nouveau très important avec la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui se déroule encore au moment où on se parle, les différentes annonces qui ont déjà été faites, et puis cette reprise de la consommation que l'on a anticipée, que les marchés ont anticipée, et je voulais juste vérifier avec vous qu'on mettait un peu de substance avec des indicateurs un peu chiffrés derrière cette reprise de consommation attendue de la part des Chinois cette année. Alors c'est vrai vous le disiez, entre novembre dernier et fin janvier, les marchés montent fortement. Il faut dire qu'ils avaient énormément baissé auparavant, surtout les valeurs chinoises. Donc on a vraiment des performances assez fortes, presque techniquement une situation de surachat sur les marchés. Et en février, on se calme de manière significative, on peut dire. On a quand même des baisses qui approchent les 15-20% sur les grands titres comme Alibaba, notamment Tencent. Alors, il y a deux choses là-dedans. On a parlé bien sûr de l'environnement, de la politique monétaire américaine qui a un impact via le dollar. Le dollar s'est remonté quand même depuis début février. Et ça, clairement, c'est négatif émergent. C'est une sorte de reprise de liquidité en dehors des États-Unis qui revient vers les États-Unis et qui réduit la masse monétaire mondiale. Et donc négatif, actif émergent. Et sur ce sujet, bien sûr, on peut en parler. Oui, bien sûr. Non, mais si, c'est toujours important de comprendre qu'en termes de flux, c'est vraiment un vent contraire qui est très direct et très immédiat. Très immédiat. Donc, c'est même presque plus qu'important, j'allais dire, que l'aspect économique où on a une croissance émergente. Aujourd'hui, on écarte de performance entre les pays émergents et les pays développés qui a tendance à augmenter un point positif émergent. Mais la liquidité, c'est autre chose. En tout cas, ça n'a pas forcément le même horizon de temps. Donc là, c'est un élément indéniablement qui est négatif. Alors, on verra bien sûr comment elle va évoluer, mais ayant ça en tête, ça calme les marchés. Chinois et autres également, mais surtout les marchés en général qui ont plus monté précédemment. Non, mais c'est un point clé, parce que la discussion qu'on avait précédemment, que le taux directeur de la Fed à 5%, tout le monde l'a anticipé. Si c'est 6, voilà. Ça change un peu l'histoire pour tout le monde, et pour les émergents, pour le dollar, et donc pour les émergents. Absolument. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la Chine. Alors, c'est vrai qu'on sort d'une situation extraordinairement compliquée l'année dernière, notamment avec les politiques anti-Covid qui étaient extrêmement virulentes. Aujourd'hui, le Covid est complètement derrière nous, avec les impacts qu'on a eus en décembre, en janvier, mais on peut considérer que c'est complètement derrière nous, il n'y a plus de restrictions. Et les consommateurs chinois, clairement, après 3 ans, je dirais, de restrictions diverses et variées, sont de nouveau relativement libres et vont consommer. Les indicateurs avancés des PMI chinois sur le mois de février étaient très très bons en l'occurrence. On voit vraiment une accélération et même l'État prévoit c'était le discours de Li Keqiang en introduction du NPC 5% de croissance pour cette année, ce qui compare à peu près à 3% l'année dernière. Donc clairement une accélération économique, surtout avec un moteur essentiel qui serait un retournement de la consommation. Alors ce 5% est même presque un peu moins que ce que certains observateurs anticipaient. Voilà, autour de 5%. On aurait même aimé qu'ils disent peut-être plus 5,5%. Oui. Mais quelque part, c'est quand même assez positif pour moi, parce que d'une part, on n'est plus dans un environnement qui n'est finalement pas très porteur marché, qui est la relance un peu massive qu'on a pu connaître dans le passé. Alors, très positif à très court terme sur certaines valeurs industrielles, sur le prix des matières premières, mais au final, ça crée de l'endettement, ça emprunte de la croissance future qu'on ramène au présent. Donc, c'est pas très bon en termes boursiers, finalement. Donc, moi, je trouve que cette attitude de la part des autorités chinoises qui ne veulent pas aller dans la facilité, je dirais, de la relance par stimulus, c'est plutôt un fait positif. Et d'une certaine manière, ils ont confiance aux Chinois, au peuple chinois qui devrait assurer cette reprise de la croissance via une reprise de la consommation. Alors là, on peut s'interroger, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous ou pas ? Ils ont l'air de l'être sur les chiffres qu'on a de post-Nouvel An chinois. On a des
des taux de remplissage dans les hôtels, des taux de réservation de vols intérieurs qui augmentent beaucoup sur les vacances prochaines. Les vacances prochaines, c'est la première semaine de mai. On voit des taux de remplissage extrêmement élevés. Donc on sent qu'il y a un retour, notamment au niveau du tourisme local, quasiment à la situation avant Covid. Donc là, clairement, un rebond, bien évidemment, par rapport à 2021-2022. Mais on a quand même un secteur de l'immobilier qui reste un sujet, même si, encore une fois, les derniers chiffres sont meilleurs. Alors, c'est pas sur longtemps, donc on ne peut pas non plus tirer une conclusion trop optimiste. Mais voilà, ça a l'air de s'améliorer. Le chômage des jeunes, qui avait monté de manière assez importante... Jusqu'à 20%, quasiment. Oui, c'est ça. Est en train aussi a été réduit un petit peu, pas beaucoup encore. Mais donc, il y a tous ces éléments qui font qu'on peut être raisonnablement, je dirais, optimiste sur ce rebond de la consommation qu'on verra encore plus parce qu'on a un effet de base très positif, j'ai envie de dire, très favorable, à partir du second trimestre 2023. Donc ce scénario-là, pour moi, reste toujours valable. Et le fait de pouvoir peut-être acheter certains titres qui vont jouer cette reprise à un niveau de 20%, entre 15 et 20% moins cher que fin janvier, pourquoi pas. Je trouve que c'est pas forcément idiot d'en racheter aujourd'hui dans ce cadre-là. Ouais, avec les perspectives bénéficiaires qu'on peut avoir pour des entreprises, notamment liées à la consommation en Chine. Vous dites oui, c'est un argument solide et un argument suffisant pour nous, investisseurs professionnels, pour dire que ce sont des positions qu'on veut tenir. Qu'on veut tenir et qui... Encore une fois, c'est vrai que les perspectives bénéficiaires, de croissance bénéficiaire, qui ont été révisées massivement à la baisse sur 2022, et tous les chiffres ne sont pas encore sortis, mais fin mars, on aura à peu près tous les chiffres sortis. C'est pas étonnant. Moi, je serais une entreprise chinoise avec un environnement très délétère, je charge la bête un petit peu. Donc, les chiffres sont mauvais sur 2022. Il y a un effet de base qui se met en place pour assurer une croissance à 2 chiffres sur 2023 et c'est même sur 2024, notamment dans l'hôtellerie, par exemple, où on a déjà acheté 2 titres début janvier dans ce secteur, des chaînes hôtelières très domestiques. Parce que les Chinois ne vont pas se mettre à voyager partout dans le monde tout de suite. Même, à mon avis, Pékin n'a pas forcément envie que tout le monde parte ailleurs. Donc, ils préfèrent aussi qu'ils voyagent plutôt à l'intérieur de la Chine. Bien sûr, marginalement, commencer aussi à voyager en dehors. Donc, les premiers bénéficiaires, c'est plus ces jeux de consommation, de services notamment, et un peu moins peut-être de biens, mais plutôt de services domestiques qu'on peut trouver cotés en bourse à Shanghai ou à Shenzhen. Est-ce que vous êtes surpris de voir à ce stade les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis notamment remonter? En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Il y a eu l'affaire du ballon, alors évidemment qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui visiblement a quand même des effets, des répercussions assez immédiates. Et puis la guerre technologique, alors qui s'est jamais arrêtée, mais on sentait quand même qu'il y avait, avec des problèmes sanitaires de part et d'autre, la situation ukrainienne notamment, la tension était focalisée un peu ailleurs pendant quelques mois, quelques trimestres. On a l'impression là que, notamment du point de vue américain, on est prêt à reprendre l'affrontement. Alors c'est vrai que rappelez-vous, que Xi Jinping et Biden se sont rencontrés à Bali en novembre, on a l'impression que les choses allaient un petit peu mieux marginalement, surtout, rappelons-nous à l'époque, on avait vraiment une situation très délétère, donc il y a eu un mieux, indéniablement, et le marché vite a oublié un petit peu ce problème qui malheureusement est un problème structurel. Alors, est-ce que c'est le fait de la Chine, le fait des États-Unis? C'est compliqué, bien évidemment, à avoir une opinion très tranchée là-dessus, mais c'est un monde nouveau, indéniablement, qui s'annonce, et c'est plutôt négatif à long terme. Il ne faut pas se cacher. Ça a été pour qui? Pour tout le monde? Pour tout le monde, et notamment pour les actifs les actifs chinois. En Chine, vraiment le cas d'investissement est très positif, j'ai envie de dire, sur les 12 prochains mois. À très long terme, il est plus compliqué parce qu'on a une démographie qui n'est pas simple, comme on le sait, et puis on a une situation géopolitique qui ne s'améliore pas. Alors, est-ce que c'est la faute des États-Unis, encore une fois, ou de la Chine? C'est un sujet. Le sujet ukrainien, bien évidemment, s'imbrique dedans, s'invite là-dedans.
sur la position officielle de la Chine vis-à-vis de la Russie dans le conflit ukrainien. Tout ça est compliqué. L'aspect technologique, les États-Unis sont vraiment très, très durs là-dessus. Ils veulent vraiment limiter les exportations de sociétés américaines, mais pas simplement, japonaises également, néerlandaises également, notamment ASML. De matériel sophistiqué dans la technologie qui permettrait aux entreprises chinoises de se développer plus normalement. Elles sont limitées par ces restrictions. Si la perspective long terme de la Chine est pour plein de raisons géopolitiques, démographiques, c'est un peu abîmé ces dernières années, Bruno, est-ce qu'un marché comme l'Inde peut prendre le relais dans les portefeuilles des investisseurs globaux? Alors, à court terme, pas forcément, parce qu'on n'a pas la même liquidité, on n'a pas la même taille. N'oublions pas, dans l'indice émergent, la Chine, c'est presque un tiers, 32%. L'Inde, c'est 14%. Vous voyez que c'est plus de deux fois et demi plus petit. C'est moins liquide, donc on ne peut pas aussi facilement switcher de l'un à l'autre. C'est plus cher aujourd'hui. Et puis l'Inde, si elle a des perspectives macroéconomiques extrêmement intéressante, extrêmement excitante même, à long terme. Croissance très stable, 7%. C'est population jeune qui croît, des taux de pénétration dans plein de secteurs qui sont très bas. C'est un cas extrêmement intéressant sur lequel il faut se positionner, bien sûr, sur le long terme. En revanche, à très court terme, effectivement, on a deux vents contraires, entre guillemets. Le premier, c'est la valorisation. C'est plus cher. C'est un marché de croissance, pour dire les choses. Croissance. Alors, on n'est pas, et on le sait chez Gemway, on n'est pas du tout contre le fait d'acheter une société plus chère parce qu'on estime que la qualité surtout et la croissance est là. Mais bon, après, il y a une limite à ce raisonnement, bien sûr. Donc, et de fait, la valorisation a commencé à être corrigée depuis le début de cette année. Le marché indien a eu tendance à sous-performer, notamment en janvier. Et cette correction, qui est plutôt saine, n'est pas terminée pour moi. On devrait aller jusqu'à l'été, donc pas de précipitation à court terme. L'autre élément, c'est la politique monétaire de la Banque centrale indienne, la RBI, qui suit un petit peu je dirais le lead de la Fed, parce qu'elle veut avoir une monnaie relativement stable, donc pas trop de décalage. Ses taux d'intérêt réels sont encore légèrement négatifs, même si ils ont remonté. L'inflation est plutôt baissière, mais elle est encore relativement élevée. Donc on a une situation là de liquidité qui n'est pas stabilisé à court terme. Donc voilà, ce sont des éléments à court terme sur lesquels il faut faire un peu de prudence, avoir un peu de prudence. Mais à moyen long terme, l'Inde, oui, bien sûr, elle remplacera la Chine. Merci beaucoup, Bruno. Merci d'être venu régulièrement et de venir régulièrement évoquer la question de l'investissement dans les émergents avec nous. Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve évidemment à 17h en direct pour l'édition du soir.